deuxième ouvrage de Petit Berry et mon grand frère, même s'il est petit, et, et comment dirais-je, pour euh, recevoir son témoignage. Je suis là par devoir de mémoire, parce que j'avais 15 ans au moment de l'indépendance de la Guinée en 1958. J'étais au début de mon lycée, de Donka, et par conséquent, c'est dire que j'ai eu la chance de connaître Petit Barry, l'auteur, tout enfant, en famille, mais aussi de le connaître dans un autre cadre qui est celui de l'émancipation de la Guinée en construction après le vote du non. Et Petit Barry représente cette génération qui nous a précédés et qui nous a tout donné et qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et il n'est pas seul. Il y avait beaucoup d'autres. Ibrahima Kaba, et tous ceux qui, comment dirais-je, guinéens d'origine, sont revenus de la Sorbonne, qui sont revenus pour servir leur pays dans l'indépendance. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres Africains du Bénin, Béhanzin, du Burkina Faso, Kizerbo et son épouse Jacqueline, et, comment dirais-je, Abdou Momini du Niger. Autant de cadres qui venaient juste de terminer leurs études supérieures en France, qui sont venus au secours de la Guinée pour remplacer les Français qui avaient quitté massivement après l'indépendance. C'est eux qu'on avait comme miroir. Et c'est pour cela que nous n'oublierons jamais le sacrifice de tous ces enseignants qui sont venus au secours de la Guinée en 1958. Et pour accompagner la trajectoire de la prise en charge des responsabilités que conférait désormais l'accession à l'international. Mais il faut très tôt, il y a eu des conflits politiques, des conflits d'orientation politique entre, euh, entre le PDG au pouvoir à l'époque et un certain nombre d'intellectuels guinéens qui étaient revenus pour servir leur pays. Et en particulier, un divorce entre le syndicat des travailleurs de Guinée et le syndicat des enseignants de Guinée, et qui ont été mis en prison après un jugement sommaire pour avoir dévié. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a eu le divorce entre l'intelligentsia et l'intelligence au Camboiro. Mais il s'est donné comme devoir à sa sortie de rendre la mémoire de ceux qui ont vécu ces affres au peuple de Guinée pour qu'il tire les conséquences. Parce que Bali n'est pas un haineux, c'est un homme qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses erreurs et qui dénonce aussi comment dirais-je, les abus de pouvoir qui ont été opérés pendant tant d'années, qui sont cités dans ces deux ouvrages. Et on le remercie infiniment
d'avoir osé rapporter à la, même, à la postérité, comment dirais-je, cette expérience guinéenne, qui n'est pas une expérience guinéenne uniquement, elle est africaine, elle est panafricaine dès le départ, et c'est le retour à ces trois facteurs national, panafricain et international que nous devons nous atteler pour ne pas isoler nos, nos États dans une impasse totale. Donc, nous sommes, nous souhaitons longue vie encore et santé à M. Petit-Bari et, et beaucoup de force encore morale et physique pour terminer, ou en tout cas pour poursuivre le témoignage qu'il nous a donné de son expérience personnelle et son expérience qu'il a partagée avec beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas là, hélas. Et nous avons une pensée pieuse pour eux, parce qu'effectivement, c'était l'objectif de Petit Paris. Merci encore à l'Harmattan de nous avoir accueillis dans cette belle salle. Et, comment dirais-je, merci à tous de vous déplacer pour écouter de vive voix Petit Barry, notre grand frère. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé, l'absence de pluralisme politique, a été une grande tragédie pour la Guinée. En réalité, après l'indépendance des pays africains, l'absence de pluralisme politique, en fait, était une tragédie continentale. Si, pendant la période de décolonisation, le mouvement nationaliste était très diversifié, caractérisé par un certain pluralisme, lorsque ces pays sont arrivés à l'indépendance, à partir des années 60, en vue de consolider leur pouvoir, l'écrasante majorité, sinon l'unanimité, des dirigeants africains se sont lancés dans une logique de personnalisation du pouvoir. C'est-à-dire, à la différence des systèmes pluralistes où il existe un pouvoir institutionnel, dans la quasi-totalité de ces pays, il y avait un système de pouvoir personnel. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Ce n'est pas qu'il y a des institutions dans un cas et il n'y en a pas dans l'autre, mais dans les systèmes de pouvoir personnel, les dirigeants sont au-dessus des lois qu'ils peuvent manipuler à leur guise pour les besoins de reproduction de leur pouvoir. Et la personnalisation du pouvoir était un phénomène constatable à l'échelle continentale. Maintenant, il y avait des degrés, il y avait des différences de méthode, mais c'était un fait que les dirigeants tendaient à être au-dessus des lois. Des politologues américains, Jackson et Rosberg, ont tenté, n'est-ce pas, une typologie, proposer une typologie des différents types de systèmes de pouvoir personnel, en disant qu'en Afrique, donc, il y avait un fait qu'il y avait la personnalisation du pouvoir, mais on pouvait trouver différents types de leaders. Et dans leur typologie, ils disaient qu'il y avait des gens qui gouvernaient comme des princes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient gouverner avec une oligarchie, donner certains privilèges à cette oligarchie, mais ne pouvaient laisser jamais aucun concurrent sérieux émerger. Donc, il y en a qui gouvernaient comme des autocrates, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient tout, n'est-ce pas, et en laissant le minimum de pouvoir à l'oligarchie. Il y a aussi des leaders qu'ils appelaient, qualifiés de prophètes, c'est-à-dire des gens qui avaient une vision, qui était visionnaire, et qui voulaient, n'est-ce pas, transformer le pays selon cette vision qui était souvent des visions socialistes,
mais que ces trois types, prince, autocrate et prophète, pouvaient dégénérer vers un quatrième type qu'ils appelaient le tyran, la tyrannie. Et si au moment où ils écrivaient le livre, ils avaient classifié, ils avaient placé Sékou Touré parmi les prophètes, il est de toute évidence que leur prédiction que le pouvoir prophétique pouvait dégénérer en tyrannie s'est réalisée. Et ce témoignage, n'est-ce pas, en Guinée et sous le règne de sécurité de Sékou Touré en général, prouve en fait qu'on avait vraiment affaire à un régime tyrannique, c'est-à-dire qu'il n'y a ni limite légale ou morale à l'exercice du pouvoir. Et n'est-ce pas, avoir quelqu'un qui puisse témoigner, comme le fait Barry, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, surtout qu'il nous explique que le camp Boiro, c'est-à-dire toutes les traces n'est-ce pas, de ces atrocités avaient été éliminées, pouvoir le reconstituer de sa mémoire et des sources dont il dispose et nous présenter ces témoignages, je crois que c'est quelque chose de très unique, quelque chose qui nous éclaire, n'est-ce pas, sur la personnalisation du pouvoir, qui est une des grandes tragédies, n'est-ce pas, de l'histoire africaine post-coloniale. Comment est-ce que les dirigeants ont confisqué le pouvoir et ont continué à le garder. Les institutions existent. Il y avait certes des élections, un parlement, des tribunaux, etc. Mais de manière tout à fait abstraite, dans la réalité, une seule personne gouvernait. Et ça a été le cas pendant très longtemps dans l'histoire de l'Afrique post-coloniale. Je vais, avant donc de donner la parole à l'auteur qui va donc présenter le livre, le présenter lui-même, ainsi que sa trajectoire. On sait que la deuxième partie en 1955, 54, 55. Ensuite, il a étudié entre 56 et 58 à l'université de Toulouse, puis entre 58 et 60 à l'université de Grenoble en France, où il a été représentant de la FEANF. Ensuite, il est expulsé en France en 1960 et il est donc expulsé de France en 1960. Il va à l'université de Genève entre 1960 et 62, où il fait des hautes études internationales. Mais pendant sa carrière estudiantine en France, il était devenu un membre très actif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Il a représenté à Prague, n'est-ce pas, en qualité de vice-président. Je crois aussi qu'il a représenté la FEANF en Chine et a rencontré Mao Tse-tung. Il a également été membre du comité de rédaction L'étudiant d'Afrique noire, qui est l'organe de presse de la FEANF paraissant à Toulouse. Après ses études, il a servi comme fonctionnaire en République de Guinée entre 1965 et 1971, d'abord comme chef de division à la Direction générale de la coopération internationale du ministère des Affaires étrangères, ensuite comme directeur de la chaîne internationale de la Voix de la Révolution, radiodiffusion nationale de la République de Guinée. Ensuite, il a été directeur du bureau de presse du président de la République. Il a aussi été député, donc membre de l'Assemblée nationale. Il a aussi enseigné comme professeur assistant à l'Institut polytechnique Jamal Abdel Nasser de Conakry. Et entre le 14 juin 1971 et le 22 novembre 1978 précisément, il a été prisonnier politique, détenu pendant plus de 7 ans au camp Boiro et dans son annexe du camp de Kindia, à 135 km de Conakry. Et en tant que rescapé, n'est-ce pas, il est membre de l'association des victimes du camp Boiro. Alors, on sait qu'après son séjour carcéral, il a bénéficié d'une bourse médicale pour la Hongrie, n'est-ce pas, en 79-80. Puis, à partir de 80 jusqu'à la retraite, il a été fonctionnaire international, notamment entre 1980 et 1995. Il a servi à l'Office des Nations Unies
de Vienne, n'est-ce pas, Autriche, puis au secrétariat des Nations Unies à New York, au département pour la coordination des politiques et du développement durable. Il a ensuite été expert international au PNUD et à l'Union européenne entre 1996 et 2010. Et on sait donc, et on peut le lire dans ses livres, que c'est un analyste politique, un expert en démocratie et gouvernance et on sait qu'il est auteur de plusieurs articles études sur les défis de la transition démocratique en Afrique. Au cours des 20 dernières années, il a assisté au PNUD, à l'UNOPS, n'est-ce pas? Donc, au système des Nations Unies et de l'Union européenne dans l'élaboration, l'application et l'évaluation des programmes et projets de gouvernance et de décentralisation dans 15 pays africains. Donc, on pourrait continuer à les présenter, mais le temps ne le permet pas. Je vais simplement... Dans le second livre que j'ai écrit, intitulé Retour au Kamboarou, j'explique pourquoi j'ai décidé d'écrire. Dans le prologue, je cite le poète français Louis Aragon, strophe pour se souvenir. Un poème qu'il a écrit en 1955, donc 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Il dit à peu près ceci: se souvenir des fusillés, des assassinés, des sacrifiés, et j'ajouterai se souvenir des pendus, se souvenir de tous ceux dont les noms ont été déshonorés, des personnes qui ont été privées d'assistance juridique, enfermées et forcées de lire des aveux préparés à l'avance. Donc c'est à eux que je dédie ce livre. Ce sont mes compagnons des jours difficiles. Beaucoup d'entre eux ont été avalés par les forces de l'histoire. Ils ont disparu sous la critique des balles. Parmi ceux qui ont disparu, il y a des gens de notre génération qui étaient brillants, qui ont fait de belles études et qui ont décidé de servir leur pays. Ils étaient ingénieurs, médecins. Je vous dirai tout de suite qu'il y a eu 18 médecins qui ont été condamnés à mort, 12 ont été exécutés en Guinée, dans un pays qui manque de médecins. Je ne citerai pas les ingénieurs, les administrateurs, les hommes d'affaires. Donc c'est à eux que je pense. C'est pour eux que j'écris, pour que leur honneur soit lavé. Pour que leur mémoire soit honorée. Pour que soit restituée leur dignité. Parce que on les a accusés, on les a incarcérés, on les a torturés
psychologiquement, moralement et physiquement. C'est à eux que je pense. C'est à eux que j'ai pensé en écrivant ces livres. C'est une série, la série Kambouaro. Le premier livre, 7 ans sous le mont Gangan, décrit ce que nous avons subi pendant 7 ans au Kambouaro, au camp de Kindia. Parce que quand on nous a arrêtés, en juin 1971, on nous a envoyés à Kindia, à 135 km de Conakry. Parce que le camp Boiro de Conakry était plein. Il n'y avait plus de place. Donc ils ont décentralisé le camp Boiro à Kindia et à Kankan. C'est le même système. C'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés. Comme au camp Boiro, il y a la cabine technique. C'est un euphémisme quand on dit cabine technique, ça veut dire salle de torture. Il y a un comité révolutionnaire, il y a la cabine technique, la salle de torture, et les mêmes méthodes sont utilisées pour obtenir des aveux. Donc, 7 ans sous le mont Ganga, c'est le premier livre que j'ai écrit. Nous avons fait 7 ans à Kindia. On était des centaines dans la salle TF, travaux forcés, de Kindia. C'est à la prison civile de Kindia. Cette prison a été construite par les autorités coloniales françaises en 1936. Donc, nous avons à peu près le même âge. Mais c'était pour les bandits des grands chemins. La prison politique, à l'époque coloniale, c'était à Fotoba, aux îles de Los. C'est là que, par exemple, le Wali de Gomba, après son extradition de la Sierra Leone par les Anglais, a été incarcéré et où il est mort. Et beaucoup d'autres résistants africains ont été incarcérés à Fotoba. Mais après l'indépendance, le gouvernement guinéen a transformé la prison civile de Kindia en un centre de détention politique. Il y a 3 lieux emblématiques à Kindia. Il y a le camp Kémé Bourema, ça c'est la garnison militaire. Il y a la prison civile de Kindia et il y a le mont Gangan. Sous le mont Gangan se trouve le centre d'entraînement de l'armée guinéenne. Et en fait, c'est là qu'on exécutait les détenus politiques. Donc, on vous torture au camp Kémé Bourema, on vous garde à la prison civile de Kindia, et ceux qui doivent être exécutés sont envoyés sur le mont Ganga, exécutés. Donc, si j'ai décidé d'écrire, c'est parce que j'ai voulu répondre à l'appel d'un de mes compagnons. C'était dans la nuit du 30 au 31 juillet 1971 à Kindia. Nous étions enfermés, Thierno Ibrahima de Dalaba, qui était gouverneur, son frère Bademba et moi. Dans la nuit du 30 au 31 juillet 1971, on est venu ouvrir notre cellule et on a demandé aux 2 frères de sortir. Et 10 minutes après, j'ai entendu un cri. Et j'ai compris que ce cri m'était adressé à moi. Thierno Ibrahima disait à ses bourreaux, tuez-moi, mais épargnez mon frère.
parce qu'il était enfermé avec son jeune frère. Lui, il avait 50 ans. À l'époque, son frère, 47 ans. Bademba, qui n'était pas un homme politique, c'était un commerçant. Il a dit, tuez-moi, mais épargnez mon frère. Il a répété à plusieurs reprises, et j'ai compris que ce message m'était adressé. Il me disait, petit Baris, si tu arrives à survivre, dis à ma famille, dis à mes amis, dis au peuple de Guinée que cette nuit est la dernière pour nous sur la terre. Nous allons être exécutés cette nuit. Et effectivement, c'est au cours de cette même nuit que ces deux frères ont été exécutés sous le mont Ganga, avec d'autres. Plus tard, on ne le savait pas, ça, et pour moi, c'est un message. On me dit de témoigner. C'est tout ce qu'il pouvait dire. On a su plus tard que la veille, le 29 juillet, l'état-major de l'armée guinéenne, de la gendarmerie et de la police a été entièrement décapité. Tous les membres de cet état-major ont été exécutés à Kindia le 29 juillet 1971. Et nous avons su aussi par la suite que le 2 août, Sékou Touré aime célébrer le 2 août parce qu'il a été élu conseiller communal de Bela le 2 août 1953. Donc, à cette occasion, il a encore sacrifié des personnes. Donc, celui qui vous parle aujourd'hui, moi, je suis un rescapé du camp, mais je suis porteur d'une mémoire horrible. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout raconter. Et les événements qui nous ont marqués après la disparition de mes deux compagnons, je le raconte dans le livre 1, j'ai même tenté de me suicider. Je ne voulais plus vivre. On nous a transférés à la prison civile de Kindia. Et 2 ou 3 mois après, le 18 octobre, l'horreur continuait. Dans la nuit du 18 octobre, on est venu ouvrir notre salle, la salle TF, travaux forcés. Le directeur de la prison avait une liste de 18 personnes. Il a appelé les 18 personnes. Celles-ci sont sorties et ont été exécutées dans la nuit du 18 octobre. Nous avons fait des recoupements avec nos amis qui étaient à Conakry et à Kankan, qui nous ont dit qu'au cours de cette même nuit, des personnes ont été tuées à Conakry et à Kankan. Et en tout, il y en avait 80 dans la nuit du 18 octobre. 80 personnes ont été exécutées. On appelle ça le train 80. J'explique pourquoi le 18 octobre a été choisi par Sékou Touré. C'est triste à dire, mais le 18 octobre, c'est l'anniversaire de Houphouët-Boigny. Il est né, je crois, le 18 octobre 1905. Mais on a dit à l'époque que sa date de naissance n'était pas très exacte. Il a dû augmenter ou diminuer, donc on a ajouté 5 ou 10 ans. Donc, 5 ou 10 personnes devaient être exécutées, en plus des 70.
puisque dans les années 70, il avait à peu près 70 ans. Donc, on a sacrifié nos compagnons. Nos compagnons ont été sacrifiés. Mais hélas, les féticheurs lui avaient dit qu'il allait survivre à Houphouët-Boigny. Mais c'est Houphouët-Boigny qui est venu à son enterrement à Conakry en 1984. Voici ce que je porte en moi. C'est cette mémoire horrible. Et je ne dis pas tout. Donc, si je décide de raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai subi, c'est pour éclairer. On témoigne pour éclairer, pour éduquer, pour transmettre et pour éveiller les consciences. Nous témoignons aussi pour les générations futures, pour les générations montantes, pour leur dire, voici ce que vous devez éviter. Je raconte souvent que j'étais avec un de nos papas dans la prison, séparé de Sékou Touré. Tu étais trop proche de lui et tu ne savais pas qui il était. Dieu t'a séparé de lui, t'a mis en prison pour que tu vois qui est Sékou Touré, comment il dirige le pays. Donc, c'est une situation difficile. On est resté enfermé à Kindia de 1970 à 1976. C'est-à-dire 24 heures sur 24, vous êtes enfermé. Et quand vous êtes enfermé dans la prison, vous n'avez aucun contact avec l'extérieur. Il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de communication avec l'extérieur. Il n'y a pas de journaux. Il n'y a pas de radio. Vous n'avez aucune nouvelle de vos familles. Et vos familles ne peuvent pas vous contacter. Donc, quand on est dans une telle situation, on n'a pas de contact avec le monde des vivants. On est en contact avec le monde invisible. Et nous étions comme des moines. Passions le temps à prier, enfermés. Et nous recevions des messages codés du monde invisible. Et ces messages, nous essayions de les décoder, de les interpréter. Il y avait des rêves, on avait des rêves récurrents, des rêves prémonitoires. On dit que c'est Dieu qui murmure à l'oreille de ceux qui rêvent. C'est un Dieu murmure à vos oreilles. Surtout la nuit. Parce que la nuit, nous nous évadions de la prison. Nous sortions de la prison. Je rêvais que je sortais de la prison par les barreaux de façon miraculeuse et je m'envolais. Mon âme avait des ailes et je parcourais des contrées lointaines. J'étais très heureux et je revoyais des amis, des parents que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et j'étais très content de mon sort. Et je le dis dans le livre 1, je me comparais à cet écrivain chinois qui a écrit il y a plus de 1000 ans, qui disait que
il a rêvé qu'il était devenu un papillon. Il était un papillon voletant de ci, de là. Alors il ne savait plus s'il était papillon ou s'il était lui-même. C'était la même chose pour nous. La réalité la plus dure, c'est quand le matin arrivait, qu'on se retrouvait en prison. Mais la nuit, l'esprit, on ne peut pas l'enfermer. Sékou Touré ne savait pas que nous évadions de la prison la nuit, nous sortions de la prison à cause de l'esprit. L'esprit, on ne peut pas l'enfermer. Vous n'êtes pas libéré, mais on ne vous enferme plus. Vous pouvez sortir, jouir de l'air, de la lumière à l'intérieur de la prison. On nous a même dit, bon, vous pouvez faire votre propre cuisine. Les gardes vont acheter les condiments au marché. On s'est organisé à la prison civile de Kindia. Ils ont donc décidé de fermer la prison civile de Kindia et de nous transférer à Conakry. Mais avant cela, nous avons remarqué un certain nombre de signes. Il y avait un fromager à côté, géant à côté de la prison, qui un jour tombe, un fromager centenaire. Les oiseaux ils ont fait leur nid pendant des générations. Les abeilles avaient leurs ruches. Et ce jour-là, je me souviens, des abeilles se sont répandues aux alentours. Ce jour-là, je m'étais rasé et elles se sont ruées sur ma tête. Mais grâce à l'infirmier que nous avions, Kaba de Kankan, celui qui m'a soigné. Et après, nous voyons un charognard qui vient se poser sur le toit de la prison. Quelque chose d'inhabituel. Les détenus disent, il y a quelque chose d'inhabituel. Parce que les détenus regardent tout. Ils font attention à tout. Ils sont superstitieux. Ils interprètent tout en fonction de leur détention. Mais on n'était pas au bout de nos surprises. Puisque quelques jours après, ce sont des fourmis maniaques qui pénètrent à l'intérieur de la prison. Vous savez, c'est des guerrières, les fourmis maniaques. Elles broient tout à leur passage. On ne savait plus où nous mettre, parce qu'on ne peut pas les affronter. Alors, on nous a dit, elles vont nous remplacer. Elles vont occuper les fondations de la prison de Kindia. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le 25 mai 1978, on nous embarque dans un camion. C'est toujours la nuit, au Camboiro. Tout se fait la nuit. On ne doit pas nous voir. Fin de l'après-midi, on nous enferme, on recouvre le camion d'une bâche pour ne pas que les gens nous voient et on nous transfère à Conakry. Alors, c'est le titre de mon second livre, Retour au Camboiro. Après 7 ans à Kindia, sous le mont Gangar, nous retournons à Conakry, sous le mont Kakulina. Du mont Gangar au mont Kakulina. Et c'est là que nous retrouvons ceux qui ont échappé à la diète noire et aux tortures. Je cite un certain nombre de personnalités que nous avons retrouvées là-bas. Monseigneur Marie Raymond Chidimbo, qui d'ailleurs a écrit ses mémoires, Noviciat d'un évêque, 9 ans de prison sous le régime de Sékou Touré. Il y avait Alassane Diop, El Hadj Fofana, Diallo Alpha Abdoulaye Di Portos, que nous venons de perdre, hélas, et beaucoup d'autres, Dr Ousmane Keita, Dr Baba Kourouma. Je ne pourrais pas finir de citer. Yara Yoro, qui était ambassadeur à Moscou, une histoire extraordinaire. Et tellement de cadres, des cadres de toutes les disciplines, des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, enfermés. Alors, donc c'est ça, on redécouvre le Camboire.
7 ans et demi plus tard. Parce que quand on nous a arrêtés, en juin 1971, on était enfermés 24 heures sur 24. Il était interdit, vous n'avez pas le droit de parler à votre voisin. Celui qui a dans la cellule à côté, vous n'avez pas le droit de lui parler. Si vous lui parlez, on vous met à la diète, 2-3 jours. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Vous ne devez pas communiquer. Vous n'avez pas le droit de parler à votre voisin, à votre collègue, à votre camarade. On ouvre votre cellule à 4 heures du matin pour que vous alliez faire la vidange. Toujours les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes crimes. Il faut que les Guinéens se retrouvent pour regarder la réalité en face. Il faut que les Guinéens acceptent de reconnaître qu'il y a eu des citoyens guinéens qui ont été victimes et leur honneur doit être lavé, leur mémoire honorée. Et on passera à l'étape suivante. Ils ne demandent aucune compensation financière. Ils demandent une réparation morale. La justice transitionnelle, puisque ceux qui sont à l'origine de tous ces crimes sont morts déjà. Ce qui est important, c'est l'avenir de la Guinée. Et je m'adresse surtout aux plus jeunes. C'est en partie. Puisque vous avez évoqué Fanon et ce qu'il a dit des générations et de leur mission, Fanon a dit qu'il appartient à chaque génération, à travers une certaine opacité, de découvrir sa mission, de la remplir ou de la trahir. C'est juste. Mais grâce à vous, cette opacité n'existe même pas pour comprendre ce qui s'est passé en Guinée et remplir le devoir de mémoire, n'est-ce pas? Car vos témoignages sont des témoignages clairs, puissants et d'une certaine empathie de tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, tout devient clair grâce à ce témoignage qu'il appartient aux générations de préserver cette mémoire, n'est-ce pas, pour les transmettre à la postérité, de manière à ce que, espérons-le, quelque chose comme ça ne se reproduira jamais. Je dis bien espérons-le, car nous avons vu ce qui s'est passé à Gaza, après le Rwanda, et alors qu'on pensait que l'Holocauste et les génocides c'était fini. Donc, espérons-le. Maintenant, j'ai beaucoup de questions, mais je préfère donner la... Les paroles des vieillards comme nous n'ont pas grande importance si ces paroles ne sont pas plantées dans les cerveaux des jeunes. Si nous voulons que les jeunes soient les porteurs des valeurs et des principes que nous défendons, nous devons faire en sorte que les jeunes comprennent ce que nous disons, qu'ils les acceptent, qu'ils les intègrent dans leur vie. Et il disait ces paroles magnifiques. Il dit, les vieux regardent l'avenir, mais l'avenir regarde les jeunes. Donc c'est pour eux, surtout, que j'écris et que je témoigne, pour qu'ils jouent leur rôle. Frantz Fanon disait que chaque génération a une mission à accomplir. Elle peut l'accomplir ou elle peut la trahir. Donc, j'espère que les générations montantes vont remplir pleinement leur mission, réhabiliter les personnes victimes, innocentes, engager la Guinée sur la voie de la vérité, restituer leur honneur et leur dignité à toutes les personnes qui ont été faussement accusées de trahison. Et j'espère que la Guinée pourra se retrouver dans un ensemble
africain libre et prospère. Je m'excuse d'avoir été long. William Sassine, quand il écrit, ou Thierno Monet Nembo, même si c'est sous forme romancée, mais c'est la réalité. Ce sont des choses qui se sont effectivement passées en Guinée. Et il y a d'ailleurs un écrivain guinéen, Kaba Karantium, le titre d'un de ses livres, c'est « Ça s'est réellement passé en Guinée ». Parce que les gens se demandent souvent si effectivement ce sont des choses qui ont eu lieu. Et il dit oui, ça a eu lieu en Guinée. On parle souvent de la France en essayant de donner une explication au comportement de Sékou Touré. Je trouve que ce n'est pas juste. Ce n'est pas la France qui dit à Sékou Touré de tuer ses compatriotes. Ce n'est pas la France qui dit à Sékou Touré il faut faire la diète noire et tuer tes citoyens. Ce n'est pas la France qui a construit le Camp-Boiro. Ce n'est pas la France qui donne des instructions à Sékou Touré pour qu'il détruise son élite. Tous les ambassadeurs de Guinée, à New York, à Washington, à Moscou, autant de Sékou, tous ont été tués. C'est la France qui est responsable de cela. La France a quitté la Guinée en 1958. Il y a eu quelques tentatives avec le service de contre-espionnage, le SEC. Mais on sait que le Premier ministre, le président du Conseil Mamadou Dia est intervenu à temps. Au moment où on a découvert des caches d'armes à la frontière de Kédougou, entre la Guinée et le Sénégal, Mamadou Dia est intervenu, il a écrit au général de Gaulle. Il a fait expulser les officiers français qui étaient impliqués. Et c'est pour ça, je pense que sa décision de décrire a pris beaucoup de temps. Donc, nous voulons le remercier et le féliciter de ce témoignage, parce qu'en réalité, c'est un témoignage, c'est des livres témoins pour raconter ce qui s'est passé pendant cette période. Il était confronté, comme il l'a dit tout à l'heure, à une situation assez compliquée. Il a fait en face de lui son président, en quelque sorte un héros. Mais il s'est rendu compte des agissements qui ne sont pas catholiques du tout. Je pense que c'est ce qui était en train de se véhiculer dans sa mémoire. Donc, nous voulons vraiment remercier tout le monde, le public, M. Barry, et tous ceux qui ont assisté à cet événement-là. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Le marquage de témoignage et merci à tous ceux qui ont participé aussi. Voilà. Il y a une taupe. Il y a une taupe à la présidence. Voilà. Pardon, attendez, les troisième, les personnes âgées. Voilà, merci. Laissez-lui un peu de temps d'espace, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de temps et d'espace. Oui, dédicace. Oui, voilà. Les personnes troisième âge.
Madiou, tu écris comment? Attendez, les personnes là, après, on va venir. Madiou, comment? Un peu de patience, hein?